Littérature et déracinement au fil des mots, présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement au fil des mots de ce jour est le mot-clé temps. Eh oui, rien que cela. Le temps gouverne notre vie, mais le temps n'est pas ce qu'il paraît. Nous allons le voir, car il n'y a finalement peut-être pas de distinction entre présent, passé et futur. Qu'est-ce donc que le temps, me direz-vous? Et d'où vient-il? Partons, si vous le voulez bien, de ce que nous voyons et qui n'est qu'une illusion de temps. On dit, le temps, c'est de l'argent. Le temps file, on perd son temps, on dit aussi en ce temps-là, on tue le temps, on gagne du temps, et toutes sortes de choses à propos du temps. En fait, le temps semble perpétuellement s'écouler, comme un fleuve, pour aller toujours et inlassablement vers le futur, mais nous pouvons dès à présent procéder à l'éclatement de cette vision, car l'accélération du temps est possible, tout comme son ralentissement. On peut mesurer le temps, en partant d'un sablier ou d'une horloge jusqu'à un ordinateur, ou en s'appuyant sur la révolution de la Terre et sa rotation sur elle-même, car le temps est un processus répétitif. On se sert en ce moment de césium pour mesurer le temps, à partir de son oscillation, qui est de 9 milliards d'oscillations par seconde. Comme toute chose en rapport avec l'étude du comment, l'humain cherche à mieux mesurer pour maîtriser le temps et le contenir dans une norme ou un format particulier. Étrangement, c'est l'apparition et le développement du chemin de fer qui a mis au jour et a permis une des plus grandes découvertes relatives au temps, parce qu'il a stimulé le cerveau et l'esprit d'un jeune homme passionné de physique, employé en Suisse dans un bureau de brevet en attendant d'intégrer l'université. Je cite évidemment Albert Einstein. Einstein, en effet, s'est demandé comment il était possible de synchroniser le temps entre des villes distantes, telles que Paris et Genève, coordonner le temps bien différent, d'une part parce que les horloges n'étaient pas synchronisées dans les différentes villes, et d'autre part parce qu'il devenait relatif dès que le train se mettait en mouvement. Quel était le temps de la montre d'un passager en mouvement, entre Paris et Genève, à une vitesse donnée, par rapport au temps de celui qui était resté assis à quai? Manifestement, il n'était pas le même. Il devenait relatif, et c'est sur cette base qu'Einstein créa et développa la théorie de la relativité restreinte, du temps évidemment, et qu'il fit voler en éclats les travaux de Newton, rien que cela, pour qui le temps était une constante. Pour Einstein, il y a des temps, et non un seul temps, et il existe un lien profond entre le mouvement dans l'espace et le temps. Pour lui, espace et temps sont liés et le mouvement dans l'espace affecte le temps, donc sa mesure. Pour aller plus loin, on peut dire que sur Terre, les mouvements sont lents, donc peu perceptibles, mais dans l'espace, dans le cosmos, le mouvement affecte grandement l'écoulement du temps, ce qui est largement démontré aujourd'hui et rendu évident avec les technologies modernes. Einstein a donc créé une quatrième dimension, qu'on appelle l'espace-temps, qui lie l'espace et le temps, et qu'il a approfondi et élargi en passant de la théorie de la relativité restreinte à celle de la relativité générale. Dès lors, tous les moments peuvent être mesurés dans un espace-temps qui ressemble à un tunnel d'événements, du Big Bang d'il y a 14 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. En fait, au quotidien, l'humain crée devant lui une tranche de maintenant dans laquelle il vit et il voit le monde au travers de cette tranche de maintenant. Mais si l'on considère l'espace-temps comme une miche de pain, par exemple, les tranches de temps qu'on va y découper seront différentes pour chacun, car la tranche de maintenant de l'un sera différente de celle d'un autre, cela sans compter que chaque tranche de maintenant sera influencée par un éventuel mouvement dans l'espace. En résumé, mon maintenant peut être votre passé ou votre futur, ce qui implique que passé, présent et futur existent bel et bien, mais de la même manière. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, bien que persistante, disait Albert Einstein. Mais revenons à la littérature et au déracinement. Le temps est omniprésent en littérature, et il obsède des auteurs depuis bien longtemps, à commencer par le temps qui passe. Outre la fameuse résolution de l'énigme posée par le Sphinx à Oedipe, à l'entrée de Thèbes, sur la question de savoir quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir, une des plus belles évocations du temps qui passe, à mon sens et à mon goût, tient dans le poème de Gérard de Nerval, intitulé « Une allée au Luxembourg », que je vous invite à découvrir. Ce poème contient l'observation d'un homme d'âge mûr au jardin du Luxembourg à Paris, un homme assis sur un banc et qui voit passer une jeune femme. Et ce poème résume à lui seul le temps qui passe.
Qu'il soit d'essence newtonienne ou le fruit de l'esprit lumineux, intuitif et génial d'Albert Einstein, la vie passe de toute manière. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement au fil des mots. Et dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur.